Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la septième illusion. Je suis votre hôte, je suis Albator. Et comme à mon habitude, pardon, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné du Tenenbaum. Comment ça va? Salut, écoute, ça va très très bien. Et toi? Bah écoute, ça va très bien. On est en août. Là, il y a de grosses sorties qui viennent d'arriver sur nos écrans, notamment deux films, donc Alpha, qui a déjà été traité sur la chaîne par toi, donc, et par Jules Melon, qui j'espère nous entend de là où il est. Et un petit film qui a été primé à Cannes, Grand Prix de Joachim Trier, Valeur sentimentale, avec au casting Renate Reinsve, désolé pour ma prononciation, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, bref, du gros, avec un réalisateur qui est très en vogue en ce moment. Donc je vais commencer par en parler, enfin plutôt te demander ce que tu penses de Joachim Trier, mon cher Tenenbaum. Joachim Trier, je l'aime bien. J'ai vu que Oslo et Julien 12 chapitres, enfin avant de voir Sentimental Value. Et ouais, c'est deux films que j'aime énormément, surtout Oslo, où je trouve qu'il arrive à conjuguer une immense froideur avec beaucoup de poésie. Donc ouais, j'aime énormément Oslo. C'est un film qui est pas facile. Julien 12 chapitres, pareil, j'aimais énormément le regard qu'il avait sur cette génération un petit peu perdue. Bon, une génération certes un peu bourgeoise. Bon, on reviendra dessus, parce que je pense que c'est habituel avec lui. On reviendra dessus plus tard. Mais ouais, j'avais beaucoup aimé, notamment pour l'interprétation de Renate Reinsve. C'est des films qui m'ont pas mal marqué, dont je me rappelle, dont j'aime à me souvenir régulièrement. Donc j'attendais beaucoup Sentimental Value, au vu du casting et puis des retours plus que positifs à Cannes. J'étais vraiment curieux. Et toi? Alors moi, Joachim Trier, c'est quelqu'un dont j'entends parler depuis maintenant quelques temps, qui a attiré ma curiosité, mais j'ai découvert qu'il y a pas très longtemps, parce que lors de ma séance de Yi, en fait, j'ai vu que le même cinéma diffusait Julien 12 chapitres. Donc je me suis dit, bon, valeur sentimentale, je vais aller le voir. La bande-annonce m'a déjà plu. Ça avait l'air d'être quelque chose de très bien filmé, de sentimental. C'est dans le titre. On va y revenir. Du coup, j'ai regardé ça et quelle claque. J'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'il montre de la société qui est présente à Oslo, de l'amour en général. Et à partir de là, j'ai fait un petit constat. Ensuite, pour avec Oslo. Donc Oslo aussi, j'ai beaucoup aimé, mais je te disais en privé, c'est un film que j'aime un petit peu moins, peut-être parce qu'il est très froid, très dur. Il est, et c'est grâce à celui-ci que j'ai vraiment pu découvrir quelque chose sur Joachim Trier, c'est que déjà de un, c'est un très bon scénariste, peut-être réalisateur moins, on verra ça, parce que c'est niveau de comment il gère ses plans, etc. C'est peut-être pas le mec qui travaille le plus. Il est beaucoup plus axé scénario. Et c'est au niveau du ton général de ses films, c'est quelque chose qui est très pessimiste, très triste. C'est vraiment des films qui sont tristes et qui finissent pas très bien, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, un cinéma qui est très porté sur les émotions, mais quelles émotions donnes-tu? Tu me donnes de la tristesse, frère. C'est ça que tu fais. Bref, je vois que tu as quelque chose à dire. Ouais, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vraiment, c'est assez nihiliste. Sa vision de la société est assez pessimiste et nihiliste, euh, et ça finit rarement bien. Mais il arrive quand même à, tu vois, dans la tristesse et dans le cynisme, il arrive quand même à y injecter énormément de poésie. Et donc c'est ça aussi qui fait que j'aime énormément ces deux précédents films. C'est que du coup, il y a des moments hors du temps, il y a des moments même des fois planants, il y a même des bad trips, hein, notamment dans Julien 12 chapitres. Donc il arrive à créer des décalages entre le ton de ses films, ce qui les rend assez passionnants, je trouve. Donc ouais, je suis plutôt d'accord avec toi sur sa vision de la société qui est quand même assez négative. Après, on verra si on va en parler plus tard, hein, si avec Sentimental Value il replonge dans ça ou s'il essaie d'aller dans quelque chose de plus positif. Ouais, globalement,
Je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un cinéaste qui est intéressant pour ses dialogues, son écriture. Voilà. Mais ouais, tu le disais, ouais, il y a beaucoup de beauté. Moi, ce que je note surtout, notamment avec la scène où le temps s'arrête dans Juliette d'où j'habite, c'est un mec qui sait faire de la beauté quand même, malgré ce ton-là, donc je te rejoins là-dessus. Et donc, pour ramener à Sentimental Value, le film va nous présenter Agnès et Nora lors des obsèques de leur mère, qui voient leur père débarquer après de longues années d'absence. C'est un réalisateur de renom et il va proposer à Nora, donc une comédienne de théâtre très grande, comme on voit au début du film, de jouer dans son prochain film qui s'annonce être un petit peu le dernier vu son âge avancé, je crois qu'il a 80 ans. Mais elle refuse parce que c'est compliqué de bosser avec quelqu'un qui lui a sans doute fait du mal, on va le voir plus tard dans le film. Et alors, il va proposer ce rôle-là à une jeune star hollywoodienne qu'il a rencontrée à Deauville, qui lui plaît, on va dire. On va revenir plus tard, je sens, parce que Joachim Trier et les femmes, c'est quelque chose d'important. Et du coup, ça, cette relation qu'il va avoir avec cette actrice, une sorte de relation paternelle, va raviver des braises de souvenirs familiaux très douloureux. Voilà. Et donc, question fatidique, mon cher Tenenbaum, qu'as-tu pensé au final de Valeurs sentimentales? Est-ce que c'était une bonne surprise ou est-ce que tu as eu des petites Euh, retenues? alors, c'est un peu particulier. Quand j'en suis sorti, j'étais plutôt content parce que ouais, tout ce dont on parlait auparavant, voilà, de sa technique, on va dire de son côté au niveau des dialogues, tout ça, j'étais vraiment content. Puis il y avait Renate Reinsve dedans. Enfin, on va dire qu'en termes de performance, tout ça, j'en ai eu pour mon argent. Et puis plus le temps passait, plus j'ai commencé à soulever quelques petits soucis dans le film et qui font que, au bout du compte, ben, c'est un bon film, hein. Je vais clairement pas dire que c'est un mauvais film, mais ouais, c'est pas le coup de cœur que j'attendais et contrairement à beaucoup, c'est loin d'être mon film préféré du cinéaste. On en reparlera plus tard, mais ouais, il y a pas mal de choses que je trouve, ouais, limite ratées, hein, notamment, la fin du film. Mais ouais, mis à part ça, j'ai beaucoup aimé, sa façon de mettre en scène les émotions. C'est quelque chose qu'il faisait déjà, hein, auparavant, mais on tombe jamais dans le mélodrame. C'est toujours assez pudique. Les émotions sont, sont tues la plupart du temps, et quand elles explosent avec beaucoup de justesse. Voilà, c'est vraiment pour moi le gros point fort du film. C'est sa façon de mettre en scène les émotions, hein, que ce soit l'amour, que ce soit le pardon, que ce soit le pardon, non, je reviendrai plus tard dessus, non, pas le pardon, mais plutôt le mépris et la colère. Sur ce côté-là, je trouve que c'est assez fort la façon qu'il a de les écrire et puis bah, de les faire interpréter par ses personnages. Voilà, mais pour le reste, ouais, on en reparlera plus tard. Moi, j'ai pas mal de choses que j'aimerais pointer du doigt, qui me dérangent un petit peu et que j'avais pas forcément soulevé ou repéré pendant ma séance. Mais ouais, on en parlera juste après. Et toi, du coup, je crois que t'as quand même globalement plutôt apprécié. Enfin, en tout cas, en sortie de ta séance, c'était le cas. Alors, ça va être drôle. En sortie de séance, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est justement, je disais que Joachim Trier était un très bon scénariste, réalisateur, il était moins. Parce que justement, il y avait pour moi ce truc il essayait avec l'image, mais il n'y arrivait pas tant que ça. Ce film-là, pour moi, il devait donc être capital dans sa carrière, puisque ça, c'est pour moi un film qui devait dire, ok, est-ce que ce mec-là, il peut vraiment être intéressant au-delà du plan scénaristique, au-delà outre le thème du film. Est-ce qu'il peut raconter vraiment quelque chose avec son image? Est-ce qu'il peut s'en servir en tant que tel et pas juste pour raconter le scénario? Sur ce plan-là, j'étais très satisfait parce que oui, enfin, Joachim Trier utilise sa caméra pour faire des choses belles et qui racontent quelque chose. Enfin, ce film-là, je l'ai vu juste après Oslo, donc très tôt dans sa carrière, il me semble. Du coup, il y avait ce truc son évolution directe, elle est très exponentielle, malgré que dans Julie 12 chapitres, il y arrivait. Donc sur ce plan-là, j'étais très séduit. Autre plan d'ailleurs, donc moi, je n'avais pas du tout
le scénario du film avant, j'ai découvert que c'est un film qui parlait de cinéma et moi, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup d'appétence sur, comment, faire la mettre en scène l'acte cinématographique. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et dont, je on avait parlé avec Jumelon sur sa chaîne avec AK de Chris Marker. Mais donc ça, c'était jour 1, jour 0, on va dire, où j'avais vu le film. Ensuite, j'ai beaucoup plus réfléchi et le film, il a des défauts, hein. Il en a et on va pas s'en cacher et je trouve c'est, donc déjà oui, il y a la fin, tu l'as abordé. Je pense qu'on va pas en parler maintenant. On va garder ça pour la partie spoiler s'il y en a une. Je pense qu'il va y en avoir une parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais il y a un problème au niveau, de l'évolution de ces personnages. C'est-à-dire que, il y a subitement quelque chose qui change la donne de tout ce que le film raconte, puisque le film va nous montrer, si ce projet de fin de vie est envisageable ou non. Et dans ce qu'il raconte comme ça, à la base des bases, c'est beau. C'est quelque chose de très réussi pour moi, qui est beau, mais il va y avoir quelque chose qui va casser tout ça, bref. Mais aussi, et comme l'a pointé du doigt mon collègue Hugo sur Twitter, c'est un film qui est très autocentré dans une petite bourgeoisie, hein, on va pas se le cacher, Ah et oui, oui, qui c'est ne vraiment. prend Ouais, il y a pas un seul regard autre que ce petit cercle bourgeois qui vit dans une belle maison, au centre d'Oslo. Il y a pas une seule vision hors de ça et je trouve que c'est quelque chose qui va pas, en fait. C'est, à un moment donné, il y a pas que ça dans la vie. Je suis désolé, tu es cinéaste, tu montres des choses importantes, tu peux aussi montrer quelque chose outre ça. Même si tu montres, justement une histoire familiale, il y a des choses autres et du coup, c'est quelque chose qui était déjà présent sur ces autres films, pas sur Oslo, mais qui, là, est exponentiel. On dirait qu'il a, sa réalisation s'est accompagnée de beaucoup plus de droitise dans son écriture. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, parce que moi-même j'utilise des termes que je suis en train d'inventer, mais je trouve que plus la réalisation avance, plus il devient droitard. Et ça, je trouve c'est un problème. Surtout concernant le personnage du réalisateur qui est, on va dire, horrible dans ce qu'il a fait, dans son passé, etc. Mais dont le film nous donne de l'empathie à chaque fois. Ce que déjà j'aimais pas dans Julien Douche-Chapitre, puisque on avait ce dessinateur qui tenait des propos vraiment horribles, mais on essayait toujours de nous dire non mais quand même c'est la galère, quand même regardez, il est attachant ce personnage. Non, on nous a montré juste avant qu'il n'était pas. Et là, il pousse ce problème dans un point où c'est compliqué en fait d'aimer ce film. Je l'aime bien, mais c'est compliqué d'aller au-delà de je l'aime bien. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais pour moi c'est un gros problème quoi. Ouais, 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 non, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, Julien Douze-Chapitre déjà était assez, pas problématique, mais il y avait déjà cette idée-là avec l'ex. Et là, on est encore plus dedans avec le personnage du père, qui est globalement assez, ouais, même détestable, hein, je dirais, hein, tout du long, hein. Et c'est ça aussi le souci, c'est que moi, j'ai des personnages détestables, des films sur des personnages détestables, voilà, auxquels on essaie de s'attacher, il y en a plein. Mais souvent, on a quand même une sorte de rédemption. Là, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça. Et ouais, tout du long, on suit ce personnage, ce réalisateur, ouais, qui est un peu bloqué dans son époque. Et puis on voit que ça a pas été un très bon père, hein, vis-à-vis de ses filles. De toute façon, on le voit que dès qu'il arrive au début du film, il y a une sorte de climat de gêne qui s'instaure où personne n'avait vraiment envie de le voir. Et malgré ça, Joachim Trier, il va continuer, il va s'acharner sur lui, pour tenter de nous faire arracher des larmes vis-à-vis de lui. Et ouais, pour moi, ça fonctionne pas énormément et c'est même plutôt problématique, je trouve, d'essayer à ce point-là de faire en sorte, qu'on s'attache à un personnage
qu'il y a pas vraiment de bons côtés, hein. Enfin, moi, j'en ai pas vu beaucoup. On parlait plutôt du personnage interprété par Elle Fanning, donc qui est la jeune actrice américaine. Enfin, je sais plus si elle est américaine, mais bon, la jeune actrice, qu'il rencontre et qui décide de prendre à la place de sa fille. Tu le disais, donc elle lui a plu, mais en fait, on sait même pas pourquoi, mis à part, bon, bah, qu'il la trouve belle, hein, évidemment, c'est une très belle femme, il lui dit, mais mis à part ça, on sait même pas qu'est-ce qu'il a vu en elle, pourquoi il décide de la prendre. On a vraiment l'impression qu'il prend un petit peu la première personne venue, un petit peu pour faire du mal à sa fille et pour la remplacer. Et ouais, c'est un peu tout le temps comme ça pendant le film. Il y a certains passages où on croit qu'il va peut-être pouvoir, avoir une sorte de rédemption vis-à-vis de sa fille qui est comédienne, voilà, où elle l'invite à à participer ou à venir à sa première de théâtre. Il y va pas, le film appuie même pas dessus et c'est tout le temps comme ça avec le personnage, c'est qu'il fait plein de choix qui sont assez détestables et malgré tout, c'est jamais remis en question, j'ai l'impression, ouais, donc je trouve que c'est assez embêtant, je trouve, vis-à-vis de ce personnage-là. Et c'est dommage parce que l'autre personnage, Nora, et pour le coup, elle est, je trouve que c'est une grande réussite dans le film. Donc ouais, et puis même le personnage du père est très très bien interprété par Stellan Skarsgård. Mais ouais, on est vraiment dans l'entre-soi bourgeois, l'entre-soi artistique, sans jamais remettre en question tout ça, sans jamais voir ailleurs. Et c'est assez fatigant, je trouve quand même. Ouais, on donne raison au mauvais personnage qui, justement, il montrait tout le film comme horrible, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu parlais de Elle Fanning et de son personnage qui a été pris. Alors déjà, il l'apprend parce que bah, c'est une bonne pote, hein. Il l'a rencontrée à Deauville, comme j'avais dit. Il mâche un peu avec elle et du coup, et justement, il mâche avec elle parce qu'elle flatte son ego. Parce que quand c'est montré, maintenant que j'y repense, c'est pas fou, quoi. Du coup, il la prend et un peu comme dans Vertigo, il la façonne un peu à son image sans vraiment, prendre question d'elle, elle qui, comprend pas vraiment ce qu'il fait. Il la façonne un petit peu et ça rejoint quelque chose, d'un peu compliqué chez moi avec Trier. C'est ce qu'il dit sur la femme. Alors, Julien Touche-Chapitre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve c'est justement sur ce plan-là, c'est de loin le plus réussi. Mais dans Oslo, je trouve que les personnages féminins sont plus là pour son désir et pour marquer le fait que le personnage est très seul. Du coup, il arrive pas à leur plaire et du coup, ça, ça augmente un petit peu la détresse du protagoniste. Et là, ici, je trouve que les personnages féminins sont très gentils, entre guillemets, on va dire, avec ce personnage qui les fait un peu souffrir. Donc, on a, comme je viens de le dire, Elle Fanning, qui prend ce rôle-là, mais qui, au fur et à mesure, comprend que c'est peut-être pas le rôle qu'il lui faut. C'est peut-être pas vraiment quelque chose dont elle est prête, qu'elle peut faire. Pour ses filles, c'est plus là parce que il essaie de renouer avec elle et on lui donne raison alors que on nous le dit dans le film, il a fait des choses horribles, il s'est barré. Euh, Quand il était seul, on va dire, il faisait des dingueries, mais on lui donne quand même raison. C'est quand même lui qui gagne, voilà. Et c'est chaud, quoi. Je veux dire, c'est c'est pas normal de faire ça avec ce personnage-là. Éthiquement, c'est pas bien, quoi. Le film se tient visuellement, mais je suis désolé, mais éthiquement, en plus de scènes qui ne servent pas à grand chose, puisque on nous montre cette maison comme étant réceptacle de beaucoup d'anciens membres de cette famille, parce que c'est vraiment bourgeoisie pure, hein. C'est une famille qui descend d'eux, qui se partage cette maison-là. Et du coup, on nous montre aussi certaines séquences provenant du passé de cette maison, justement, avec une séquence liée à la Shoah. Et on a toute une scène où on nous montre des recherches là-dedans qui ne servent pas à grand-chose, qui ne servent pas au propos, qui ne servent pas à l'histoire. On dirait qu'il essaie de remplir son récit artificiellement. Mais c'est dans la fin, en fait, que le film se casse la gueule complètement parce qu'il rompt tout ce qu'il a construit jusqu'à présent pour donner
Un final, bon, voilà, quoi. Je sais pas ce que tu en penses de ce final, mais moi, c'est quelque chose qui m'irrite de plus en plus. Ouais, non, la fin, elle me pose problème, hein, elle me pose énormément de problèmes parce que pendant tout le long du film, on voit le personnage de Nora qui souffre de voir son père. Elle avait aucunement envie de le voir et puis, bah, lui, les tentatives de réconciliation, elles existent pas, hein. En fait, le film essaye d'utiliser l'art comme un moyen de réconciliation dans la famille et de réparer l'intime, ce qui aurait pu être vraiment, une super idée, sauf que je trouve dans les faits, bah, pendant 80 du film, on l'utilise pas réellement et puis le moment où c'est utilisé, bah, c'est un petit peu expédié et à partir du moment où, on pourrait dire le personnage de Nora ouvre les yeux vis-à-vis, de l'art de son père et de ce qu'il veut me faire, ben, c'est là où elle le pardonne et où elle accepte enfin de jouer pour lui. Je trouve que c'est vraiment facile et c'est pas justifié, parce que vraiment pendant tout enfin, pendant tout le long du film, il fait rien du tout pour arranger les choses. Au contraire, je trouve qu'il s'enfonce dedans, il essaye d'utiliser son petit-fils pour le faire jouer dans le film, alors que sa fille lui dit qu'elle veut pas parce qu'elle, auparavant, elle a joué pour lui quand elle était petite et que c'était le meilleur moment qu'elle a vécu avec lui parce que c'était la seule fois de sa vie où son père était là pour elle et où il se préoccupait d'elle. Enfin, c'est quand même horrible et malgré ça, lui, il insiste: «Non, non, mais je veux qu'il joue pour moi, machin», ça lui plaît alors qu'il lui a même pas demandé son avis, hein et hem et à la fin, il a tout ce qu'il veut, enfin, on va dire globalement tout ce qu'il veut. On a l'impression qu'il fait des petits sacrifices, mais franchement, bah, c'est des sacrifices qui sont même pas liés, on va dire, à sa famille. Donc du côté de sa famille, en fait, il gagne totalement et je trouve que c'est problématique quand pendant 1h50 on te montre un personnage qui est assez, qui est un connard, hein, et qu'à la fin du film, ils te le font gagner sans contrepartie. Ouais, je trouve ça vraiment problématique, cette fin. Je, je pense qu'on va passer en partie spoiler parce que il- c'est intéressant de se pencher sur cette fin. Alors, cette fin, justement, donc, on est en partie spoiler, on va le dire. Le réalisateur, parce que c'est un vrai bon réalisateur, quoi. Il montre le scénario de son film à la fille, donc celle qui a un enfant et dont il veut le faire jouer le fils. Alors déjà, avant ça, on a ce que notre collègue Jules Melon appelle l'humour nordique. Enfin, l'humour qui vient des pays du Nord, qui est très humour noir et justement qui montrait dans Julie en 12 chapitres avec l'ex de Julie qui fait de la BD très vulgaire, on va dire. Et là, on a beaucoup de séquences où justement ce réalisateur-là ne respecte pas vraiment les personnes qui l'entourent. Par exemple, son actrice américaine, il va lui sortir un grand récit de oui, c'est ma mère qui s'est suicidée sur ce tabouret, il est là depuis toujours, etc. pour un peu la choquer. Mais au final, il s'avère que c'est un tabouret acheté chez Ikea qui vaut sûrement 15 euros ou je connais pas la monnaie au niveau de Oslo, qui vaut sûrement 15 euros et juste pour la blague, tu vois. Donc déjà, il apprend un peu pour une conne, vocabulaire évidemment. Et ensuite, il y a ce moment où il offre Irréversible et La pianiste à son petit-fils de 8 ans. Pour moi, ça m'a fait rire. Ouais, c'est drôle, mais ouais, je trouve Et que voilà quoi. on plonge dans le subversif et c'est Et mais aussi, je- de, quand tu parlais, j'ai réfléchi à quelque chose, mais en fait, en soi, il se rapproche de sa famille uniquement pour avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire faire son film, etc. Sinon, il s'en bat les couilles. Sinon, il s'en fout. Il les verrait même pas. Parce que il essaie de se rapprocher de ses filles parce qu'il y en a une dont il veut qu'elle joue dans son film. Et ensuite, il se rapproche de l'autre fille pour que son petit-fils puisse jouer dans le film. ouais, non, sur ce point, ouais et puis, comme on le disait au début, le film, fait suite au décès de la mère et en fait, on a l'impression que le père attendait que ça, qu'elle décède pour pouvoir, hop, se pointer avec son scénario et dire, «Bon, maintenant qu'on a la maison, je peux faire mon film ou pas?» Ouais. Que derrière, il est pas vraiment sincère dans sa volonté de se réconcilier avec ses filles, quoi. C'est vraiment purement, pour assouvir ses désirs artistiques et
ouais, non, ça renforce encore plus le sentiment qu'on est quand même devant un gros connard. Et ça m'embête un peu de voir un connard pendant 2 heures et qu'à la fin, il arrive à ses fins, quoi. D'ailleurs, cette fin, on va en parler donc. Donc lui, grand réalisateur émérite, très droitard, il montre son grand et final scénario, à ses filles qui en le lisant, pleurent et cetera, comprennent à quel point c'est un grand génie. Évidemment, il y a de l'ironie dans ma phrase, hein, je veux voilà et c'est donc Nora, accepte finalement de travailler avec lui. Elle Fanning, elle, comprend que non, c'est pas un rôle fait pour elle. Elle s'est teinte les cheveux pour ce rôle, mais non, c'est pas fait pour elle et donc ses 2 filles lui pardonnent tout, répondent à ses demandes pour au final faire ce film, qui, dans son plan final, on voit que il réunit un chef-op qui voulait faire travailler pour lui, donc son grand chef-op et cetera. Alors que, dans le film, on montre qu'il arrive pas à marcher, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire sur le tournage? Il a plus sa place, il est trop vieux. On, lui donne tout, comme on dit depuis quand même quelques minutes. On lui donne tout à la fin, créant à la fois la fin la plus optimiste des films de Trier, mais en même temps sa pire fin. Parce que Julie finissait sur cette solitude qui, dont elle est condamnée parce que on lui dit qu'elle est un peu trop libre. Bon. Et Oslo, qui termine par un suicide en fait. Un suicide puisque le personnage replonge dans la drogue, dans l'héroïne. C'est un suicide totalement métaphorique. Ici, on a la fin la plus objective, la plus heureuse, entre guillemets, pas pour nous, mais bah, quelle fin, quoi. C'est une fin qui rompt avec tout ce que le film dit parce que on voit que on comprend, comme on l'a dit, que c'est un gros profiteur. Il profite de ses filles pour faire son film. Il, on lui montre que finalement, peut-être que c'est pas possible. La maison, elle est vendue, il peut plus l'utiliser. Mais à la fin, on réunit quand même tout ce qu'il cherche dans un dernier plan. J'aime bien le Ouais, film, mais je déteste cette fin. ouais, moi aussi. Puis, bah, là, je pense que quand vous nous écoutez, vous avez l'impression sûrement qu'on a détesté. On parle beaucoup des points négatifs, mais en fait, c'est tellement frustrant. Je trouve qu'il y a tellement de bons éléments dans le film, mais il y a cet élément-là du père et qui est un élément central, qui est, moi je trouve qu'il est pas géré de la bonne manière, qui fait que on a même si on a aimé le film, on a du mal à passer outre, ce défaut de la fin qui ouais, on a l'impression qu'il nous dit un petit peu, bah, c'était mieux avant et genre en mode ouais, son vieux chef-op, c'est pas grave, hop, 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 il arrive quand même à l'avoir parce que, bah, de toute façon c'est le meilleur. Il arrive à avoir ses filles parce que lui, de toute façon, c'est le meilleur. Il arrive à avoir ses financements. Ouais, je suis vraiment pas fan de cette fin et encore une fois, c'est dommage parce que je trouve que pendant tout le film, il y a vraiment des bonnes idées, hein. L'idée de la maison, qui est une sorte de personnage à part entière, justement, qui est théâtre, bah, en fait, qui est un théâtre, bah, littéralement parlant, parce qu'il décide de mettre en scène son film dans la maison, et qui est aussi un théâtre symbolique. C'est le théâtre d'un affrontement et d'une réconciliation familiale. En fait, toute cette idée-là autour de la maison est super bien, et je trouve que la fin, elle gâche aussi, ouais, elle gâche tellement tout ce que Joachim Trier a pu instaurer dans le film et toutes les idées qu'il avait. C'est dommage, mais c'est pas un mauvais film parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui sont très bien. Les performances sont assez exceptionnelles, hein. Après, Renate Reinsve, c'est habituel avec elle, hein. Elle a quelque chose dans son jeu, une sorte de fragilité, énormément de colère, mais tout ça est retranscrit de manière très pudique et c'est vraiment fort. Et le personnage d'Elle Fanning, ouais, et il y a une très belle scène avec elle où justement elle lui dit que bah, qu'elle se sent pas de faire le film, que c'est pas elle et qu'il la voulait pas mais lui malgré tout il assume même pas quoi, il continue de lui dire si si viens fais le film et bon, de elle-même elle décide d'arrêter parce qu'elle comprend bien. Puis d'ailleurs
pendant tout le film, à chaque fois, il lui dit: «C'est pas un film sur ma mère, c'est pas un film sur ma mère». Mais au bout d'un moment, explique-lui, en fait, c'est quoi tes intentions? Explique-lui, quoi, c'est ton actrice. Heu, ça, je pense que si elle avait su dès le début les intentions, elle aurait pas accepté et il le sait. Mais ouais, sinon il y a plein de choses. Bah, c'est une mise en abîme, hein, voilà, entre l'art comme un langage universel qui peut, bah, dans lequel il est plus facile de parler de ses sentiments mais sauf que, bah, ce côté-là où l'art est plus facile de parler de ses sentiments, bah, je trouve qu'il est pas exploité vis-à-vis du personnage du père. Il est plus exploité du côté de Nora, notamment avec ses pièces de théâtre, où on sent que ça lui permet aussi de se vider émotionnellement parlant. Mais vis-à-vis du père, c'est pas tant exploité que ça et c'est dommage parce que ça aurait pu être super passionnant, d'avoir une sorte de mise en abîme, du réalisateur qui fait un film sur lui sur sa famille. Mais ouais, non, c'est en fait, il aurait fallu qu'à la fin, il gagne pas ou alors qu'il gagne, mais une contrepartie bien plus grosse que celle qu'on voit dans le film où c'est, au lieu de la tourner dans la maison, il la tourne sur le plateau, quoi. Je suis plutôt ouais, je trouve ça vraiment dommage. Mmh. Mais ouais, c'est en fait, moi, bah, moi aussi, j'ai passé un bon moment, j'ai aimé le film, je le dis. Quand je suis ressorti de la salle, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un film que, je considérais, je vais bien de le mettre, au passé, je considérais, comme l'un de mes valeurs sûres de l'année, tu vois? Mais bah, j'ai réfléchi dessus et il tombe, ne fait que tomber dans mon esprit. Alors même que, pour moi, c'est facile de me faire aimer un film sur un réalisateur qui veut faire son dernier, quoi. Qui tente vraiment de de conclure magistralement, comme par exemple l'a fait Bergman, qui, est sûrement l'un des gros réalisateurs, qui a marqué Trier, juste, bah, avec un film très personnel, en la personne de Fanny Alexandre. Comme, bah, il y a plein de cinéastes le font, hein, j'ai en tête Kurosawa parce que je parlais d'Aka, qui fait des films qui lui sont très personnels, Ran, qui est son dernier grand film médiéval, Rêve, qui parle de ses traumatismes aussi. On a, faire un film sur un chant du cygne, pour moi, c'était inratable et visuellement ça l'est, c'est pas ratable du tout, il s'est bien amélioré, mais c'est devenu quelqu'un qui, excuse le mauvais. Qui excuse, quelqu'un qui n'est pas excusable, en fait. Ouais, 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 c'est ça. En fait, je pense que quand on est sorti du film, on était tellement emballé par ce qu'il a proposé en termes de mise en scène, parce que comme tu le disais un peu plus tôt, dans les 2 précédents, c'était plutôt classique de ce côté-là, hormis quelques petites idées où ça partait un petit peu plus loin, dans Julie en 12 chapitres. C'était assez classique et dans celui-là, ouais, celui-là en termes de mise en scène, bah, c'est son meilleur film et donc je pense qu'on a été tellement contents de le voir enfin, proposer quelque chose de bon et de nouveau, qu'on en a un petit peu oublié, bah, le reste mais bah, évidemment quand plus le temps passe, enfin, il suffisait pas de longtemps, hein, juste une soirée pour recogiter, repenser au film et puis, ouais, se rendre compte qu'il y a des trucs, un petit peu, ouais, vraiment problématiques et ouais, c'est comme Chant du cygne, bah, on ressent pas vraiment que ce réalisateur-là, il est en train de donner tout ce qu'il a pour, enfin là je parle du personnage, hein, de Stellan Skarsgård, on a l'impression qu'il est pas en train de donner tout ce qu'il a pour réaliser son rêve, son dernier film et qu'il arrive à l'avoir un petit peu trop facilement et je trouve que c'est dommage pour, quand tu mets en scène un personnage qui tente de réaliser son dernier film. Il le dit lui-même, de toute façon il est vieux, il sait que c'est la fin et donc ça fait, des années qu'il veut faire ce film-là et ben, il y arrive vraiment, je trouve, trop facilement et donc ça tombe à l'eau, quoi. Mais aussi, maintenant que je suis en train d'y repenser, mais il y a plein aussi de moments où, je dis beaucoup aussi, où, on voit que Trier, il est très réac un peu. Notamment, par exemple, au début où, on a, Olga, si je ne me trompe pas de prénom. Non, c'est Nora, pardon. Nora qui est en train de paniquer avant, une représentation de sa pièce, qui, justement, demande à
Je pense que tu sais ce que je veux dire. Oui, Demande oui. à l'acteur qui l'accompagne, qui a aussi des relations intimes avec elle, de la frapper, on va dire, la claquer pour lui remettre un peu les idées en place. Et après elle dit, oh j'espère que on va pas se faire MeToo quoi, mec. On dirait et c'est pareil dans Julien 12 chapitres avec le dessinateur qui était un peu en mode oh on peut plus rien dire quoi. Peut-être que Joachim Trier est réac. Peut-être vraiment c'est un cinéma de droite. Et bah c'est un cinéma de droite bien emballé, mais ça reste un cinéaste de droite quoi. Sauf dans Oslo, je sais pas ce qui lui est arrivé entre les deux, mais ce film-là, c'est entre cette intrigue qui se passe uniquement dans une famille qui financièrement s'en sort très bien et avec tous ces petits relents-là, ça rend le film encore plus compliqué. Et ça me tue de l'admettre parce que j'ai aimé, quoi. J'ai aimé, mais pourquoi? C'est ce que je demande. Mec, tu vas bien? Et pourquoi tu fais ça? C'était pas nécessaire, ni à l'intrigue, ni au personnage, quoi. À part pour enfoncer ton film. Je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Ouais, et puis bah ça, je trouve que ça rabaisse aussi pas mal le personnage de Nora, ou après coup, justement, il y a, comme tu le disais, le comédien bah, qui lui met une claque, bon, à sa demande à elle. Ils ont une histoire et on voit qu'il quitte sa femme. Et donc on pourrait se dire, bon bah c'est cool, elle va enfin, parce que pendant tout le film, on voit de toute façon qu'elle est malheureuse. Euh, on se dit, bon bah c'est cool, puis même elle se le dit, je vais pouvoir avoir une histoire avec ce gars et tout. Et Joachim Trier, il passe ça à la trappe, c'est le gars lui dit, non, non, en fait, non, c'est bon. Le gars s'en va et ça passe à autre chose. Euh, ouais, il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez embêtantes. Et c'est vraiment dommage, parce que, ouais, comme tu le disais, c'est bien emballé, vraiment, que ce soit les décors, la photographie du film est vraiment très belle. Je pense que c'est son film le plus beau, hein, visuellement parlant. Et puis bah, le casting est exceptionnel. Mais là où c'était peut-être la forme qui pouvait pêcher dans Oslo 31 août, et ben là c'est l'inverse. C'est le fond qui pêche, là où la forme est pour le coup vraiment très réussie, quoi. Et c'est dommage. Et j'avoue que même si je comprends, parce que voilà, ça parle de cinéma et Cannes adore ça, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi le film a emballé à ce point-là les gens. Parce que je le trouve finalement quand même assez un film Bah, très il y a calibré, hein. C'est un film très calibré, sur le côté émotionnel, un petit peu comme peut le faire comme peuvent le faire des films, américains à Oscar tels que les biopics, qui montrent, l'artiste pas très compris, qui a du mal à faire son œuvre, mais qui n'est finalement plus peut la faire, mais difficilement, voilà. On dirait après les films qui sont faits, pour les Oscars, on dirait qu'il y a des films faits pour Cannes et celui-là, pourrait en faire partie, quoi. C'est de l'émotionnel, mais qui, je trouve, a du mal à devenir vraiment émotionnel à cause de ce qu'il raconte, en fond, quoi. Du coup, c'est un film où je dirais que faut pas trop y réfléchir parce que sinon on va pas aimer. Mais encore une fois, c'est du cinéma, du coup, il faut y réfléchir. Ce serait malhonnête de dire qu'il ne faut pas réfléchir sur un film. Mais voilà, c'est vraiment première impression, ah j'aime beaucoup. Dernière impression, ah c'est, c'était pas nécessaire quoi. Et ça me fait mal parce que, bah, je l'aimais quoi ce film. Je l'aimais. Mais bon, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter? Non, 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 bah, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est frustrant parce que j'ai vraiment pas envie de le détester et je le déteste pas, hein, parce qu'il y a vraiment plein de qualités. Mais c'est un film que je vais aimer en me disant, bah, par contre, bah, Joachim Trier est un peu con sur sa façon de le finir et sur sa vision des choses. Malgré tout, je vais quand même le conseiller parce que, ouais, on l'a dit, Mmh. formellement, c'est vraiment réussi, même, je trouve, en termes d'émotion, il est toujours aussi bon de ce côté-là, mais il est bon, dans les émotions vis-à-vis de des sœurs plus, mais vis-à-vis du père et du reste, non, et c'est dommage.
Mais de ce côté-là, sinon, c'est très bien. Mais ouais, faut pas attendre le grand film de réconciliation familiale et pas non plus le grand film de mise en abîme d'un réalisateur vis-à-vis de son propre art, quoi. Je trouve que c'est quand même assez succinct de ce côté-là aussi, quoi. Donc voilà. Mais Ouais. globalement, je le conseille quand même. Bah moi je le conseillerais aussi, mais faut faut pas s'attendre à vraiment quelque chose de très grand. C'est plus formellement un pas pour Joachim Trier qui montre que oui, il peut faire quelque chose avec sa caméra. Mais j'ai un petit peu peur pour la suite, vu ce film-là, qu'il va basculer dans quelque chose de très droite en fait. J'ai peur pour le coup parce que même dans son précédent film, il veut nous faire ressentir des émotions fortes pour des gens qui sont montrés comme horribles, quoi. Sans jouer sur quelque chose là-dessus, mais juste parce que pour lui, oui, il mérite de l'amour. Alors, il mérite de l'amour que les personnages qui ont été blessés par ces personnages en question méritent, doivent plutôt leur pardonner, quoi. Et je trouve ça très dommage et j'espère qu'il va pas forcément faire ça sur la suite, qu'il va plus retourner sur quelque chose qui était très nihiliste certes, mais qui était beaucoup plus réussi dans Oslo. Mais voilà, on vous le conseille, mais à reculons, on va dire. Surtout que surtout qu'il y a Alpha qui sort en même temps, quoi. Que moi j'ai peut-être moins aimé, parce que c'est moins ma came, c'est moins mon style de film, mais qui se tient beaucoup plus là-dedans, quoi. Ouais, ouais, en fait, je trouve que Valeur Sentimentale est plus calibré et donc il a plus de chances de plaire, évidemment. Mais par contre, Alpha, si jamais tu rentres dedans, là, tu peux te prendre une énorme claque. Enfin, ça a été mon cas. Et même si tu as du mal à rentrer dedans, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'audace dans le film. Et ça, on peut applaudir Julia Ducournau. Là où je trouve qu'il n'y a pas énormément d'audace dans Sentimental Value. Et en soi, c'est pas grave. Mais c'est juste que on a été tellement habitué à du lourd avec lui auparavant euh, que ouais, c'est vraiment frustrant. Je trouve que c'est vraiment le terme qui Mmh. correspond à ce film-là, c'est qu'il est frustrant parce qu'il y a vraiment plein de choses bien, mais qui sont un petit peu étouffées dans des idées. Voilà, après c'est à titre personnel, hein. Je pense qu'il y a des gens à qui ça va pas du tout poser problème que le film se termine comme ça, hein. Mais moi, à titre personnel, j'avoue que c'est pas les idées que je veux voir, c'est pas les idées qui me font vibrer et tout, donc Mmh. voilà. Mais selon les personnes, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Voilà, bon, je pense que c'est un très beau mot de fin, celui que tu viens de nous donner. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous renvoie évidemment sur nos autres podcasts. On vient de parler d'Alpha. Allez voir, évidemment avec Jules Melon et le Ténèbrum qui est présent ici, hein. Allez aussi voir tous nos autres podcasts, ils sont très sympas. Aussi sur notre site, on publie, assez souvent, donc je vous invite à y aller. Sur nos réseaux sociaux aussi pour faire la promo et cetera. Sur ce, je te remercie de m'avoir accompagné là-dessus, sur un film un peu fatigant. Ouais, non, bah, merci à toi, ouais, c'était cool d'en parler et même si ouais, j'ai l'impression que avant l'émission, je pensais pas ressortir autant de points négatifs, tu vois? Mais en parlant et en y réfléchissant, pendant que pendant que tu parlais, effectivement, ouais, il y a pas mal de choses embêtantes. Mais globalement, ouais, c'était très chouette de parler de ce film, même si je suis un petit peu frustré, je vais pas mentir, mais voilà. Bah, je suis également parce que quand même, Julie en vous chapitre, c'est vachement bien. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir, hein, si c'est pas déjà fait. Oslo aussi. Ils sont tous les deux vraiment bien. Mieux sûrement que ce Sentimental Value. Et ce serait bête de s'arrêter que sur ce film un petit peu raté sur le plan thématique, quoi.
Oui, oui, puis après, bah, de ce que je vois, il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé, donc bon, bah, tant mieux. Et je pense que le film va plaire. Donc non, n'hésitez pas à voir ses précédents films, voilà, c'est vraiment des valeurs sûres, je trouve. Bah, je suis d'accord avec toi sur ce. Merci à vous de nous avoir écoutés, je le redis et à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao.